Hello les amis, merci du fond du cœur de l'accueil que vous avez réservé à notre toute première vidéo de ce lancement du module VET Masterclass Horse 2024. Si vous ne l'avez pas encore vu, il n'est pas trop tard, cliquez sur la vignette, regardez-la et puis revenez sur cette vidéo où je vais vous en dire un petit peu plus sur notre module. On a parlé dans la première vidéo beaucoup de formation et vous voyez, j'ai la conviction qu'une fois les besoins fondamentaux, le bas de la pyramide de Maslow rempli, qu'on est en sécurité, qu'on a à boire, à manger, ou dormir, etc., eh bien, un des plus grands besoins de l'homme, c'est de croître et de contribuer. Et la formation, c'est quelque chose qui nourrit ces deux besoins, en tout cas dans mon expérience, et je pense que dans la formation, il y a toujours ce double tiroir qui est j'apprends, mais aussi j'en sais plus, je peux apprendre aux autres, donc je peux à la fois croître et contribuer. Alors, quand a commencé ma formation de vétérinaire? Vous ne le savez pas, moi je vais vous le dire, ça a commencé lors de ma dernière année de collège. Auparavant, j'étais très proche de mon grand-père Marcel, qui était médecin généraliste, et la voie me semblait toute tracée. Déjà tout petit, à 5 ans, je voulais récupérer sa petite mallette en cuir avec ses instruments et aller de client en client. Et puis à l'adolescence, j'ai découvert le cheval, c'était une rencontre incroyable et immédiatement passionnelle. Et c'est devenu une évidence, pour allier la médecine et le cheval, je serai vétérinaire. Dans ma dernière année de collège, il y avait un repas de famille chez mon grand-père, Marcel justement, et j'avais une ordonnance sur mon assiette où il avait écrit « Le docteur Rial, vétérinaire à Yvetot, a besoin d'un grand adolescent pour l'aider dans les soins d'une girafe. » C'était une petite blagounette, c'était sa façon de me dire que j'allais passer mes vacances de février chez un vétérinaire ami de la famille. Une rencontre incroyable et pendant la fin de mon année de collège, mes années de lycée, et même après, quand je suis arrivé à l'école vétérinaire, je suis allé habiter dans cette famille et vivre la vie de vétérinaire. Ça a été incroyable. Ça a éveillé chez moi une curiosité folle. C'est les années où j'habitais à Paris, moi qui ne suis pas très citadin. Et donc, cette curiosité m'a amené à observer le métier et à commencer à apprendre des choses. L'observation permet de voir le comportement vis-à-vis des clients, le rapport des gens avec leurs animaux. On apprend énormément de choses en observant. Et puis, je pense qu'un aspect important dans nos métiers, qui s'est peut-être un petit peu perdu avec le temps, c'est l'aspect compagnonnage. Vous suivez quelqu'un qui vous apprend au fil du temps, au sein d'une relation très riche, qui vous apprend des petites choses du métier. Et c'est comme ça que, en terminale, j'avais déjà fait des agnelages, même découpé des agneaux, j'avais mis la main dans une vache, j'avais fait quelques points de suture, j'avais fait déjà beaucoup de choses, ce qui me paraissait naturel, mais j'avais commencé à apprendre le métier, j'avais nourri fortement ma curiosité, je vous assure que j'habitais à Paris, mes petits copains parisiens, les anecdotes campagnardes que je leur racontais avaient toujours un succès énorme. Et puis dans ce cabinet, j'ai aussi donc ça m'a profondément nourri et j'ai aussi découvert la lecture. Il y avait des temps morts, des temps administratifs. Alors je lisais, il y avait dans la semaine vétérinaire, il y avait toujours une page un peu technique alors que je lisais avec un intérêt, me voyant en train de faire tout ça. Et puis il y avait aussi le Adams de l'époque, traduit en français. Et donc j'avais lu le Adams, donc j'avais découvert ce monde des boiteries du cheval qui en vrai ne m'a plus jamais lâché réellement. Donc, je suis arrivé à l'école très motivé, plein de proactivité. Et je pense que la proactivité nourrit la passion, qui nourrit la proactivité. Ça, c'est un cercle vertueux. Alors, quand je suis arrivé à l'école, même pour tout vous dire, il y a eu un petit peu de déception. Je me disais, ça y est, je suis dans le temple du savoir, je suis là pour apprendre. En première année, dans la première semaine, je suis allé voir la consultation de boiterie en chirurgie. Et tout le monde se demandait un peu ce que je faisais là. Je n'avais pas idée un peu des pratiques dans l'école. Et alors, j'ai posé des questions. Ça a été la consternation. Un élève de première année, qu'est-ce qu'il fait là, qui pose des questions? Ça a été, il y a des étudiants de quatrième année qui se sont dit, non mais, dès qu'ils m'ont d'abord dit, alors monsieur est un hippiatre, et puis qui m'ont dit, mais tu peux pas faire ça. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Ça avait été un peu déceptif pour moi. Je me disais, on va pouvoir questionner à l'infini. Mais néanmoins, j'ai gardé cette proactivité avec mon copain Géraud. Dès qu'il y avait un cheval qui mourait dans les cliniques, on lui coupait les pattes, on les disséquait, on les opérait,
On a dévoré les Veterinary Clinics of North America, et on essayait de se projeter, de se mettre les mains dans le cambouis. Et il y avait un petit troupeau pédagogique à l'époque, alors on avait été voir le professeur Dorchy qui en avait la charge, qui nous avait autorisé à faire la gynéco, les poulinages, les saillies. On a énormément appris. Ce qui est intéressant, c'est que cette curiosité nous amène à de la connaissance, mais c'est la confrontation au réel. Comme j'aime à le répéter, on ne devient pas garagiste sans mettre les mains dans le cambouis. Quand on est vétérinaire, c'est pareil, c'est de confronter ce qu'on a lu, ce qu'on a appris, ce qu'on pense, avec la réalité du vivant, de la matière. Et j'ai continué comme ça toute ma vie. Alors c'est un parcours qui est un peu buissonnier et qui est aussi anarchique et qui peut manquer de stratégie. Il y a des moments où il faut peut-être visualiser plus clairement où je veux aller, comment je vais faire. Mais néanmoins, c'est un parcours, c'est un mode d'apprentissage dans lequel il y a un très fort retour, il y a un très fort ancrage des connaissances, parce qu'il y a la curiosité, parce qu'il y a la passion, parce qu'il y a cette émotion positive de l'apprentissage. Alors après, une fois vétérinaire, eh bien, les moyens, j'ai suivi beaucoup de congrès, alors on peut les faire en français ou en anglais, j'ai suivi presque tous les congrès de la VEF, et toujours avec cette curiosité. Voilà, quand on fait des congrès, alors le niveau peut être variable, parce que le thème principal n'est pas sur vos centres d'intérêt, parce que vous avez moins d'affinité avec les conférenciers, ou au contraire, vous pouvez très bien tomber et être absolument à fond. Et on a eu à la VEF des moments incroyables, comme les premières fois où on a fait venir un cheval dans l'amphithéâtre avec Jean-Marie Denoy, qui nous a fait les échographies en live. C'était vraiment un moment très fort. Il y a même un des chevaux, c'était très compliqué, il y a des escaliers, donc on avait fait ça avec un cheval de Mario Luracci, parce qu'il fallait que le cheval soit capable de monter les escaliers pour venir sur la scène. Vous voyez, des choses vraiment passionnantes. De mon avis, deux remarques. La première, c'est que l'intérêt, au fil du temps, l'efficacité de votre apprentissage va diminuer. Parce que malgré tout, il y a des redites, que tout n'est pas à apprendre et on a souvent un panel de conférences qui sont assez généralistes. Par contre, vous allez continuer à parfaire votre réseautage, qui est un aspect très important aussi de la vie de formation. Et puis, il peut y avoir la barrière de la langue. Si vous allez à un congrès en anglais, que vous êtes très ignorant et que vous n'êtes pas parfaitement bilingue, vous allez perdre 20% de ce qui est dit. Mais au bout d'un certain temps, ces 20%-là vont vous manquer. Puis peut-être que vous n'aurez jamais la confiance d'aller parler avec un conférencier pour avoir vraiment la réponse à votre question. Et du coup, l'efficacité peut décroître. On a aussi des EPU, des cours sur des thèmes précis, ou des ateliers, où là, on va avoir on est sur un thème précis, et on va avoir de la théorie, et on va passer à la pratique l'après-midi. Donc je pense qu'il y a un ancrage beaucoup plus important, et ça peut répondre vraiment à des questions de votre quotidien. Par contre, il va falloir implémenter rapidement ce que vous avez appris, pendant que tout est clair dans votre tête. Et ensuite, on a toujours la possibilité de refaire. Par exemple, il y avait un EPU d'échographie avancée au CIRAL qui existe toujours et que je vous conseille si vous ne l'avez pas suivi et que vous voulez faire de l'échographie de l'appareil locomoteur. Moi, je l'ai refait plusieurs fois parce que à chaque fois, ce que j'implémentais dans le mois, j'allais aller faire du carb, j'avais une occasion, des cas, et puis après, il fallait que je revienne pour revoir et continuer à progresser. Et puis, une fois qu'on possède l'EPU, ben, souvent, on en trouve un. On upgrade son niveau, on fait un niveau plus avancé et on continue comme ça. Donc je pense qu'en termes d'efficacité, si on choisit bien ces EPU, eh bien on peut avoir une efficacité très importante sur la pratique quotidienne qu'on a. Il y a les mêmes questions par rapport à l'anglais, ça peut être plus difficile, il y a beaucoup de thèmes si vous êtes un peu spécialisé, par exemple en chirurgie, vous avez beaucoup d'EPU qui sont en anglais. Je pense qu'il y a un point critique par rapport à ce mode d'enseignement, congrès EPU, c'est de programmer un temps aval pour lister les choses implémentables et les faire passer dans la pratique. Sinon, après, si on est repris par la routine dès le lundi matin, eh bien, il y a une bonne partie des choses qu'on avait notées et puis qu'on ne va pas forcément appliquer tout de suite. Je vous en ai parlé quand j'étais chez mon vétérinaire, le docteur Rial à Yvetot. Eh bien, la lecture c'est quelque chose d'important. Là aussi, on peut lire en français ou en anglais avec les mêmes réserves. Et je pense que de lire, ça agrandit beaucoup la base de données de notre cerveau avec un tas de choses qui sont des connaissances qui ne servent pas forcément toujours immédiatement,
mais qui vont nourrir votre culture, et puis aussi savoir où aller chercher. Quand on lit beaucoup, on sait, ah oui, il y avait quelque chose d'intéressant, il y a eu un article sur ce thème-là, au moment où on a besoin, on sait où aller chercher. Et je pense que la lecture, c'est très important au fil des cas. On a un cas difficile, on se pose, on prend un livre, on cherche, on cherche sur Internet, on télécharge un article, etc. On va chercher les renseignements. Et là aussi, ça c'est des cas, comme on est dans le cas, on est dans la grande curiosité, on est dans l'enjeu, eh bien on va beaucoup mémoriser. Hein. On peut lire des livres, on peut faire des book clubs, on peut lire des revues, on peut faire des journal clubs, mais on n'a pas forcément le temps, et c'est pour ça que nous, avec Masterclass, on a créé des podcasts de biblio qui permettent à un confrère débordé, comme on l'est souvent, dans sa voiture, hop, on peut écouter des articles dont on sait qu'ils ont un intérêt pratique pour le praticien, sous la forme du quart d'heure veto, que je vous laisse découvrir si vous ne le connaissez pas encore. La lecture permet d'aborder une variété de sujets. Moi, dans mon cas personnel, c'est beaucoup comme ça que je me suis formé sur ce qu'on appelle les soft skills, hein, sur voilà, des choses qui pourraient aider dans la relation client, la relation sociale. Même j'ai partagé avec mes filles, j'ai lu des livres de marketing, des choses vraiment intéressantes, mais on ne peut pas dire que ça a été mon point fort dans ma carrière. Et sûrement qu'à l'époque où j'ai débuté comme chef d'entreprise, une formation un peu solide sur des soft skills en gestion, management, gestion de clients, gestion des impayés, gestion globale, fiscale, etc., m'aurait beaucoup aidé, mais la vie est comme ça, je me suis bien éclaté sur le technique, hein, je suis devenu chirurgien comme je vous l'ai raconté la dernière fois. Aujourd'hui, à toutes ces modalités, on peut ajouter le en ligne. Alors, le en ligne, c'est un outil formidable. Il a une disponibilité illimitée. Aujourd'hui, vous avez sur votre téléphone, vous pouvez avoir accès à une base de données, vous pouvez regarder dans les embouteillages, vous pouvez écouter quelque chose, vous pouvez regarder dans un temps d'attente, dans le train, n'importe où. Et avec une offre incroyable, des sujets, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est difficile de s'y retrouver, c'est difficile de choisir, et puis c'est beaucoup moins amusant pour le cerveau. C'est rigolo. La première promo qu'on a faite, c'était avant le Covid. Il y avait un côté très exotique. On a eu un très fort engagement sur la partie en ligne. Et puis depuis le Covid, beaucoup de en ligne. Et c'est plus déceptif. Il y a une notion d'engagement. Comment être engagé sur une formation en ligne? Et ça, c'est une question qui nous préoccupe, qui nous occupe beaucoup chez VET Masterclass. Comment est-ce qu'on va pouvoir engager notre communauté sur une partie d'enseignement en ligne? Parce que c'est un outil incontournable. Et donc, voilà, c'est un sujet de réflexion. Donc, tout ça, hein, vous le voyez quand je vous en parle, hein, tout ça me passionne, et c'est avec tous ces outils qu'on a essayé de réfléchir à comment faire VET Masterclass Horse pour faire quelque chose qui colle vraiment aux besoins du vétérinaire qui est tous les jours au cul des chevaux, comme on dit. Et voilà, je pense que la formation du 19e puis du 20e siècle, c'est ce qu'on pourrait appeler une formation d'expert, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui disait, je vais leur expliquer à ces petits cons, je schématise, hein, mais je sais ce dont ils ont besoin, je vais chanter la messe. Je pense qu'aujourd'hui, on est une époque qui est beaucoup plus co-responsable dans la co-construction, et donc on a des moyens d'échange avec une communauté d'apprenants pour aller répondre à leurs questions, et non plus à ce qu'on pense ce que sont leurs questions. Et il y a un dialogue là-dessus sur quelles sont vos questions, quels sont vos besoins, ce que je pense de vos besoins, est-ce qu'il y a un besoin caché derrière le besoin, et ça aussi c'est passionnant. Donc j'en arrive au moment de vous dévoiler le thème du module de cette année. Eh bien, nous allons cette année faire un module sur les modalités thérapeutiques en médecine équine. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? Eh bien, on a choisi ça parce que notre communauté nous l'a demandé. On a un groupe WhatsApp, on a fait un petit sondage, et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, dans le sondage, nous, on avait proposé un peu ce qui nous venait, et on a eu 2 propositions qui sont remontées dans le sens. Mais pourquoi on ne ferait pas ça? Mais pourquoi on ne ferait pas ça? Et c'est comme ça qu'on a rajouté les modalités thérapeutiques qui ont été plébiscitées, et qui sont donc notre module de cette année. Très classiquement chez nous, 12 webinaires, et par rapport à tout ce qu'on vient de dire avant, le fait d'être présent au webinaire est un engagement supplémentaire et permet d'en retirer plus. Évidemment, vous avez le replay, mais la présence permet aussi de poser soi-même ces questions. 12 webinaires, vous savez que nos webinaires sont chapitrés, vous avez des fiches pédagogiques, on fait le maximum pour que vous puissiez implémenter ce qu'on vous donne dans les webinaires.
Vous avez un séminaire de 3 jours qui clôture la formation en janvier à Grosbois, qui est absolument hors norme. Si vous nous avez suivis sur les réseaux, vous savez ce que je veux dire. Si vous êtes déjà venu, vous savez aussi que ce séminaire est un must, quelque chose qu'il faut avoir vécu au moins une fois dans sa vie de vétérinaire équin. Et puis, on a beaucoup d'autres bonus, à commencer par un groupe WhatsApp très actif, très qualitatif. Et puis, on a d'autres bonus, et notamment, on a à cœur de vous accompagner sur cette fameuse partie soft skill. Et cette année, on commencera par faire un travail en petit groupe avec vous pour auditer les besoins et aller répondre aux besoins par un parcours tout au long de l'année. Voilà. Vous vous dites, c'est bien beau tout ça, qu'est-ce que c'est exactement un webinaire ou un cours Vet Masterclass? Vous avez la possibilité, en me mettant une question dans les commentaires, vous aurez automatiquement accès à un cours avec ses accessoires, sa boîte à outils, etc. Faites-vous une idée, on a essayé de vous choisir un cours attractif, allez voir, mettez-moi un commentaire. D'autre part, toujours dans le même esprit, on va vous faire un webinaire qui sera lundi prochain. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant à ce webinaire où je vous présenterai comment construire une stratégie thérapeutique en face d'un cas de fourbure. Et donc vous verrez en live comment ça se passe un webinaire Vet Masterclass. Je reviens dans 2 jours où je répondrai à toutes vos questions. Alors mettez-moi des questions en commentaire, ça vous permettra d'avoir accès au cours. Vous pouvez me mettre des questions sur les réseaux, vous verrez qu'on vous ouvrira un petit espace dans les stories Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi nous poser des questions par mail, sur le WhatsApp, où vous voulez. Dans 2 jours, je reviens vous voir et je réponds à toutes vos questions. Continuez à vivre votre métier avec passion, je vous dis à très bientôt. Salut!